Salut à tous! Aujourd'hui, nous continuons la série Comment suivre les tendances boursières avec un quatrième volet consacré aux indicateurs de momentum. Dans ce contexte, nous avons cherché à évaluer l'état de santé d'une tendance et nous avons déjà abordé deux groupes d'indicateurs. Les indicateurs de tendance centrés sur la moyenne mobile d'un actif pour obtenir une vision lissée de l'évolution des cours, l'indicateur de volume utilisé pour évaluer l'intensité du mouvement et confirmer l'opinion du trader. Et dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux indicateurs de force du marché et troquons nos habits de médecin pour un contexte plus sportif. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours. Ah bon, tiens. À la Sorbonne? Non, à Roland-Garros. Ah, d'accord. Les traders et les investisseurs utilisent souvent le concept de momentum pour évaluer la vigueur d'une tendance. Ils cherchent à évaluer le rapport de force entre les courants acheteurs et vendeurs. À travers des exemples simples, nous verrons en quoi il consiste, comment il se calcule et comment nous pouvons l'utiliser dans notre trading. Alors un momentum, c'est quoi? Si j'ouvre le dictionnaire Larousse, je peux lire vitesse, élan. Le momentum représente donc l'élan, la vitesse qui se cache derrière le mouvement des prix. Il mesure la vigueur avec laquelle les prix évoluent dans une direction spécifique, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En d'autres termes, lorsque l'on parle de momentum, on parle de force qui pousse les prix à continuer dans la direction qu'ils prennent. Un fort momentum haussier indique que les prix augmentent rapidement, tandis qu'un fort momentum baissier indique que les prix diminuent rapidement. Et il faut avouer que cela serait plutôt pas mal si nous pouvions connaître cela, pour nous qui apprenons à trader la tendance dans le cadre de ce cours. Prenons un exemple très simple pour bien comprendre ce qu'est un momentum. Imaginons qu'un actif, disons une action, soit représenté par une balle de tennis et les acheteurs par une raquette. Le marché est quant à lui représenté par une colline à escalader. Pour que notre balle monte la colline, il faut exercer une force sur cette balle en la poussant avec la raquette. Et pour qu'elle continue sa progression, il faut continuer à exercer une force constante et répétée avec la raquette. Et bien pour que l'action avance sur le marché, c'est pareil. Pour qu'elle progresse, il lui faut aussi une force, celle des acheteurs. Si nous lui donnons un bon coup de raquette et continuons ensuite à la pousser régulièrement, elle ira de plus en plus haut, gagnant en momentum. C'est comme cela que le momentum fonctionne en trading. Si le prix d'un actif monte régulièrement sur une période donnée, on dit qu'il y a un momentum haussier, indiquant que le prix pourrait continuer à augmenter. Inversement, si nous arrêtons de pousser la balle, c'est-à-dire si nous arrêtons d'acheter, elle perdra son élan. Ou si nous la poussons vers le bas de la colline, c'est-à-dire si nous vendons, eh bien elle finira par redescendre. Le momentum perdra de sa force ou deviendra baissier, indiquant que le prix pourrait continuer à baisser. C'est cet élan qui pousse le mouvement des prix dans une direction, comme la raquette pousse la balle, que les financiers ont cherché à conceptualiser en construisant des indicateurs de momentum. Et nous allons voir comment tout cela fonctionne. Pour le comprendre, transformons notre balle de tennis en véritable actif financier et illustrons le concept de momentum en trading. Prenons une action. Voici les prix de clôture pour les 5 derniers jours. Ils passent de 10 à 18 $ sur cette période. Regardons maintenant la différence entre le prix d'aujourd'hui et le prix d'hier. Au jour 2, le cours a progressé de 2 $. Si nous continuons, nous voyons qu'au jour 3, il a également progressé de 2 $. Et ainsi de suite sur les autres jours. Le momentum est positif, constant et régulier. Vous avez tout de suite compris que le momentum de cet actif est haussier. Chaque jour, le prix a augmenté de 2 $. Cela indique une forte tendance haussière, car le prix a augmenté de manière régulière et soutenue sur la période considérée. Les traders pourraient utiliser cette information pour confirmer
la tendance à la hausse. Il pourrait aussi chercher à savoir si la force se réduit, donc si le mouvement a moins d'élan, s'il s'épuise, et si les prix pourraient se retourner à l'avenir. Quand on pense aux indicateurs de momentum, on pense à des indicateurs techniques appelés oscillateurs. Les oscillateurs se construisent à partir des cours bruts, dont on déduit une nouvelle série de données, pour qu'ils oscillent autour d'un niveau de référence. Leur valeur peut être non bornée, ou bien bornée, c'est-à-dire limitée entre deux bornes par un calcul mathématique. Deux des plus célèbres oscillateurs non bornés sont le momentum, le plus simple. On le détermine en calculant la différence de cours sur une durée donnée. Il est basé sur la différence entre le prix actuel et un prix passé, de manière quasi identique à ce que nous venons de voir finalement. Il oscille autour de 0. Et il porte bien son nom car nous voyons tout de suite si le momentum est positif ou négatif, fort ou faible. Il mesure donc l'évolution des prix par l'élan du titre, en soustrayant le cours de clôture du jour à celui des jours précédents. Un autre célèbre oscillateur non borné est le MACD, anagramme de Moving Average Convergence Divergence. Comme son nom l'indique, c'est un oscillateur construit à base de moyennes mobiles. Il représente une ligne principale, la différence entre deux moyennes mobiles très fréquemment utilisées, la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes moins la moyenne mobile exponentielle à 26 périodes. Cette ligne principale est appelée ligne de MACD. Et une autre ligne lissant le MACD sur 9 périodes, appelée ligne de signal. Bien que leur utilisation puisse être intéressante, nous ne détaillerons pas les indicateurs non bornés dans le cadre de ce cours. Le momentum est un indicateur technique très simpliste, et avec notre exemple du début de la vidéo, vous avez déjà compris et assimilé son fonctionnement. Concernant le MACD, il n'est finalement qu'une autre interprétation des moyennes mobiles, indicateur de tendance dont nous avons déjà explicité le fonctionnement dans la vidéo 2. Afin de mieux aiguiser nos outils, ciblons notre apprentissage sur les oscillateurs bornés, à travers deux des plus célèbres, le RSI et le stochastique. Très répandus dans le monde du trading, ils ont l'avantage d'interpréter le momentum, mais aussi de mieux représenter les moments de tension sur les prix d'un actif. Nous allons apprendre à les maîtriser. Le RSI signifie Relative Strength Index, en français indice de force relative. C'est sans doute l'un des indicateurs de marché les plus utilisés. C'est un indicateur de momentum des prix et de tension du marché développé par J. Wells Wider dans les années 70. Et comme son nom l'indique, il compare la force du momentum. Il vise à mesurer la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix d'un actif financier. C'est comme notre balle qui rebondit à chaque coup de raquette. Et comme c'est aussi un indicateur borné, le RSI permet d'encadrer les mouvements du marché dans une fourchette, comprise dans un pourcentage entre 0 et 100%. Pour y voir un peu plus clair sur son fonctionnement, voyons comment il se calcule. Il est toujours utile de comprendre les principes de base d'un indicateur technique, et nous allons nous y attarder quelques instants. N'oubliez pas que c'est sur la base d'indicateurs que vous bâtirez par la suite vos analyses et prendrez des décisions d'investissement. Qui investirait avec un outil qu'il ne comprend pas? Assurément, un tel trader aimerait confier sa destinée au hasard. La formule est la suivante. RSI est égal à la valeur 100 moins le ratio 100 divisé par 1 plus la force relative. Dans cette formule, le I de RSI est tout simplement le I de l'index, c'est-à-dire l'indice exprimé en pourcentage. La formule 100 moins 100 divisé par 1 plus un nombre X sert donc tout simplement à borner un indice entre 0 et 100. Il nous reste juste à comprendre RS au cœur du calcul. RS est la force relative. Elle se calcule
en divisant la moyenne des hausses du prix par la moyenne des baisses du prix sur une période donnée. Alors pour illustrer, nous avons seulement pris 3 périodes, mais le RSI est souvent calibré sur 14 périodes, aussi appelé RSI 14. RS compare donc les hausses et les baisses d'un titre. On retrouve là la logique de momentum que nous avons vue avec la balle de tennis. En clair, RS nous donne une indication de la domination des hausses ou des baisses sur le marché. Pour les hausses, nous additionnons toutes les augmentations de prix du titre sur ces périodes et en calculons la moyenne, en le divisant par le nombre de périodes. Et pour les baisses, c'est la même chose. Ensuite, en les divisant entre elles, nous obtenons un ratio qui représente la force relative. Il ne reste plus ensuite qu'à la borner entre 0 et 100 avec la formule que nous venons de voir. Simple, non? Si ce n'est pas assez clair pour vous, prenons un exemple concret. Voici les cotations de clôture journalière de l'action Sanofi du 8 mars au 26 avril 2023. Pour plus de clarté, reportons ces données dans un tableau Excel. Et voyons comment se calculerait le RSI 14. Première étape du calcul. On calcule la différence entre chaque jour de bourse, en soustrayant tout simplement la clôture du jour à celle de la veille. Les valeurs sont positives lorsque le marché est en hausse et négatives lorsqu'il est en baisse. Nous retrouvons bien le concept de momentum. Entre le 8 et le 9 mars par exemple, le marché a progressé de 9 centimes. Puis il a chuté de 33 centimes entre le 9 et le 10 mars. Puis encore de 1,52 €. Ensuite il a reprogressé de 95 centimes, et ainsi de suite. Pour y voir un petit peu plus clair dans ce charabia, nous aimerions avoir une tendance claire de la hausse et de la baisse. Pour ce faire, nous allons donc lisser ces fluctuations, en calculant tout simplement leur moyenne, tout comme nous avions fait dans la vidéo sur les moyennes mobiles. Tout d'abord, la moyenne des gains. J'utilise une formule Excel pour sélectionner uniquement les valeurs positives et calculer leur moyenne sur 14 périodes. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette formule, vous pouvez très bien additionner manuellement chaque valeur positive, donc toutes les valeurs vertes de notre tableau sur les 14 périodes, et diviser par 14 et vous obtiendrez le même résultat. On fait pareil avec les pertes. N'oubliez pas de prendre en valeur absolue pour éliminer les valeurs négatives, sinon cela risquerait de fausser notre calcul du RSI. Soit avec la formule Excel en valeur absolue, soit en multipliant tout simplement par -1. On divise la moyenne des gains, c'est-à-dire les moments où le marché était en hausse, par la moyenne des pertes, le moment où le marché a été en baisse, pour obtenir un ratio. Ce ratio indique si la force du marché a été acheteuse ou vendeuse. L'idée derrière ce calcul est de mesurer la force relative du marché en regardant le rapport entre les avancées et les reculs moyens sur ces 14 périodes. Le principe est finalement simple. Plus la valeur de RS est élevée, eh bien plus la force des hausses est importante. Et c'est mathématiquement logique, car un ratio supérieur à 1 signifie tout simplement que le numérateur, donc les gains, sont supérieurs au dénominateur, les pertes. Les acheteurs dominent et le momentum est haussier. Et si le ratio est inférieur à 1, le momentum est baissier puisque le dénominateur est supérieur cette fois-ci au numérateur. À travers cet exemple, nous comprenons mieux ce que représente la valeur force relative RS dans notre indicateur. Il ne reste plus ensuite qu'à transformer RS en indice, compris entre 0 et 100, pour obtenir le RSI 14. Un RSI proche de 100 indiquera donc que les hausses dominent fortement les baisses, la force est haussière et le momentum haussier. A l'inverse, si leur RS est proche de 0, cela indique que les baisses dominent largement, signalant une force baissière importante et un momentum baissier. Et nous venons de créer notre indicateur technique de force relative, RSI 14,
avec une moyenne arithmétique de 14 périodes. Vous voyez que ce calcul très simple permet deux choses. Tout d'abord, nous l'avons vu, de déterminer le rapport entre le nombre de clôtures haussières et le nombre de clôtures baissières pour une période déterminée, dans notre exemple, 14 jours. Cela nous offre une mesure du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs dans ce moment, le fameux momentum. Et ce calcul permet aussi d'encadrer cette mesure entre 0 et 100. Même si les clôtures à la hausse étaient infinies, le RSI ne se ferait jamais à plus de 100 grâce à son calcul mathématique, car la division par la moyenne des pertes, même si elle est très faible, ramènera toujours le RSI au-dessous de 100. Cela permet ainsi de maintenir un chiffre du RSI entre la borne 0 et la borne 100. Et il est communément admis qu'un RSI supérieur à 70,80 traduit un titre suracheté et un RSI inférieur à 30,20, un titre survendu. En créant cet indicateur, nous avons donc extrait deux informations importantes. Le momentum et les zones de tension sur le titre. Si les investisseurs estiment qu'un titre est suracheté ou survendu, le marché pourrait se corriger ou se retourner. Ajoutons le RSI sur TradingView et choisissons le RSI standard de la plateforme, indice de force relative. On retrouve notre ligne RSI en violet. En jaune, c'est simplement la moyenne mobile de la ligne RSI. En pointillé haute, c'est la ligne de surachat, et en pointillé basse, c'est celle de la survente. En violet est donc la zone comprise entre 30 et 70%. Maintenant que vous maîtrisez le calcul de l'indicateur, vous comprenez facilement à quoi servent les paramètres. Vous retrouvez la longueur de la période de RS, par défaut 14, que nous venons de calculer. Vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Plus elle est courte, plus la ligne de RSI sera rapide, c'est-à-dire réagira rapidement au prix. Et plus la période est allongée, plus la ligne de RSI sera lente, c'est-à-dire lissée par rapport au cours. C'est exactement la même chose que ce que nous avons déjà étudié dans le cours sur les moyennes mobiles. Un RSI sera toujours paramétré par défaut sur 14 périodes. Vous pouvez le moduler entre 14 et 21 pour un indicateur plus nerveux et à 34 périodes pour un indicateur plus lent. 34 périodes filtrera donc plus de signaux, mais en contrepartie, vous en donnera moins fréquemment. Dans Source, nous pouvons opter pour différentes données sources du calcul de la force relative. Les cours de clôture, comme nous venons de le faire sur Excel, ou bien les cours d'ouverture, les plus hauts, les plus bas, ou alors choisir des données moyennes des cours. Il y a le choix entre 4 possibilités. On a HL2, HLC3, OHLC4 et HLCC4. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, HL2, c'est tout simplement le high, c'est-à-dire le plus haut, et le low, le plus bas. C'est la moyenne entre le plus haut et le plus bas de chaque période. HLC3, c'est tout simplement l'ajout du cours de clôture au calcul précédent, donc une moyenne entre le plus haut, le plus bas et le prix de clôture. Au HLC4, on ajoute l'open, le cours d'ouverture, et HLCC4, eh bien c'est tout simplement la moyenne entre le plus haut, le plus bas et les prix de clôture des 2 dernières périodes. On verra la divergence tout à l'heure. TradingView ajoute d'autres paramètres. Une moyenne mobile du RSI, dont vous pouvez régler la période, le mode de calcul, également ajouter des bandes de Bollinger sur le RSI et régler leur écart type. Mais ces paramètres additionnels ne sont pas nécessaires pour utiliser le RSI. On va les retirer pour épurer notre indicateur et mieux comprendre comment l'utiliser en trading. À noter que nous avons calculé le RSI avec une moyenne arithmétique, plus de simplicité dans sa compréhension. Je vais calibrer l'affichage sur notre Excel pour que vous compreniez bien. En mettant notre graphe à côté, nous voyons quelques différences. Alors pourquoi? Eh bien, nous avons calculé avec une moyenne arithmétique
Et le RSI est toujours calculé avec une moyenne mobile relative, un Relative Moving Average en anglais. C'est ce type de calcul. Si je regarde le code source de l'indicateur, je retrouve bien le calcul des moyennes et des hausses, up and down, avec une RMA. Pour faire très simple, elle accorde un peu plus de poids aux données récentes, similairement à ce que nous avons vu sur les moyennes mobiles exponentielles, mais dans une moindre mesure. C'est un peu un entre-deux, si vous voulez, entre la moyenne arithmétique et la moyenne exponentielle. D'ailleurs, si je crée un indicateur RSI avec des lignes de code, comportant une moyenne mobile simple à la place d'une RMA, réglons le graphique pour comparer et voyons ce que cela donne. Nous retrouvons le même graphique que le nôtre. Maintenant que nous avons compris son fonctionnement général, voyons comment interpréter cet indicateur en tant que trader. Est-on du côté acheteur ou du côté vendeur? C'est une question essentielle lorsque l'on veut se positionner ou vérifier la bonne santé d'une tendance en cours. Pour y répondre, souvenons-nous comment nous avons calculé le RSI. La force relative RS est acheteuse lorsque son numérateur est supérieur à son dénominateur, c'est-à-dire supérieur à 1. Et vendeuse lorsque la moyenne des baisses, cette fois-ci celle au dénominateur, est la plus forte, induisant un ratio inférieur à 1. Mais nous avons également vu dans notre calcul sur Excel que le RSI est un indicateur borné, donc compris entre 0 et 100. La zone des 50% représente donc le point d'équilibre des forces et va jouer un rôle déterminant. Elle représente ce qu'on appelle la zone de neutralité. Au-dessus, le momentum reste haussier. En dessous, le momentum reste baissier. Plus généralement, le marché évoluera entre 40 et 50% jusqu'à la zone de surachat des 70-80% en tendance haussière. RSI compris dans cet intervalle indique que la force de marché reste orientée à la hausse, confirmant la bonne santé d'une tendance. Et en tendance baissière, le marché va plutôt évoluer entre 50 et 60% jusqu'à sa zone de survente des 20-30%. Un RSI bloqué dans cet intervalle indique que la force du marché est à la baisse. Poussons maintenant notre réflexion un peu plus loin. La zone de neutralité des 50% est importante, car elle va être le point d'inflexion dans notre analyse. Puisqu'au-dessus je suis haussier et au-dessous baissier, elle va donc constituer une zone d'équilibre à ne pas franchir, sur laquelle les prix pourraient rebondir pour rester dans le momentum. Si nous traçons une ligne sur les 50%, elle servira donc de support en tendance haussière et se transformera en résistance en période baissière. Ainsi, elle permet de repérer les points bas d'une tendance haussière et les points hauts d'une tendance baissière. Cela nous aide à identifier à la fois les niveaux à surveiller pour la santé de notre tendance et les opportunités d'entrée en position, que ce soit pour renforcer une position existante dans une tendance en cours ou pour ouvrir une nouvelle position. Au contraire, la cassure de la zone de neutralité peut signaler un signe d'affaiblissement, voire un signe de retournement. Dans ce cas, nous nous interrogerons donc sur la bonne santé de notre tendance. Alors cette zone ne se situe pas pile poil à 50%, mais plutôt plus ou moins généralement autour d'une fourchette centrale, entre 45 et 55%. Donc pensez à l'ajuster dans votre analyse en fonction de l'historique du titre. Prenons un exemple concret dans TradingView. Sur ce graphique 4 heures, le Nasdaq 100 en tendance haussière casse sa zone de neutralité, laissant entrevoir une correction. Momentum durant lequel les vendeurs ont pris l'initiative sur le marché.
Nous voyons que les 50% servent de résistance pour profiter de la baisse momentanée. Puis le RSI 14 flirte autour des 50%, symbolisant ici une zone d'équilibre et d'indécision entre acheteurs et vendeurs. Définitivement brisée, la zone de neutralité agira ensuite en tant que support tout au long de la hausse, offrant ainsi des opportunités intéressantes pour initier des achats ou renforcer des positions existantes sur les points bas de la tendance haussière. Durant toute cette période, le momentum reste haussier et le support des 50% confirme la bonne santé de la tendance. Un indice de force relative 50 est donc un point fondamental dans l'utilisation du RSI. Oublions les ventes lorsque le momentum est haussier et évitons les achats lorsque le momentum est baissier. Car un momentum haussier suggère que le marché pourrait continuer à monter en moyenne jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire une cassure de la zone de neutralité, moment où le momentum s'inverserait. Continuer à monter? Oui, mais pas trop non plus, au risque de devenir suracheté. Eh bien, c'est ce qu'essaie de capturer un indicateur borné en fixant des niveaux extrêmes, aidant le trader à identifier des zones de surachat et de survente lorsque le ratio de force relative est trop fort ou trop faible. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont été très actifs dans un sens ou dans un autre, poussant les prix à des niveaux relativement élevés sans laisser respirer le marché. La probabilité de correction à la baisse ou de rebond à la hausse devient alors de plus en plus élevée. On pourrait donc dire que le RSI est aussi un indicateur de tous les excès. Nous avons vu que la zone de surachat se situe au-dessus des 70-80% et la zone de survente en dessous des 30-20%. Nous pourrions penser que ces zones permettent l'envoi de signaux précoces pour anticiper des zones de prix où la tendance pourrait s'affaiblir. Car, finalement, au regard du calcul que nous avons détaillé précédemment, une entrée dans ces zones extrêmes signifie tout simplement que la dynamique des prix a peut-être été trop rapide ou trop forte. Attention toutefois, ce n'est pas parce que le RSI rentre en zone de surachat-survente que le marché va obligatoirement corriger. Si le marché continue à clôturer en hausse, même de façon mineure, l'oscillateur continuera à saturer en zone de surachat. Et cela reflètera plutôt la force continue de la tendance haussière. En raison de la nature parfois persistante des conditions extrêmes des oscillateurs, il est communément admis d'attendre plutôt une cassure pour déclencher un signal, car nous aurions tout simplement confirmation que les nouvelles clôtures changent de sens, donc qu'un changement de dynamique s'opère dans la tête des investisseurs. Regardons le graphique du Bitcoin en une heure. Les zones surachetées ou survendues ont une forte probabilité de retour à la moyenne. Cette description met en évidence que le RSI est un indicateur de momentum en montrant comment il réagit au mouvement du marché. Le momentum à la hausse est peut-être trop fort et le marché pourrait être sur le point de se stabiliser ou de corriger. Inversement, le momentum à la baisse est peut-être trop fort et le marché pourrait être sur le point de rebondir ou de se stabiliser. Nous avons ici des zones de surachat suivies de correction ou de survente suivies de rebond. Il nous aide à identifier les points où le momentum du marché pourrait commencer à s'affaiblir ou à s'inverser. Mais ne le regardez pas aveuglément non plus. C'est une source d'information, mais dans ce cas précis, nous remarquons un signal qui a certes d'abord légèrement rebondi, mais n'a pas suffi à ralentir la baisse. Un signal peut être trompeur, d'où l'intérêt de ne jamais baser notre trading uniquement sur un indicateur technique, mais plutôt de l'utiliser comme confirmation en soutien de notre analyse. Enfin, nous avons ici une illustration qu'il est préférable d'attendre un affaiblissement de la force relative vers une cassure de sa zone extrême. Si nous avions anticipé le signal en vendant au début du surachat autour des 65 000 $, nous aurions vu ensuite l'indicateur saturé.
alors que le signal était déclenché autour de 67 400. Mais le signal le plus fort émis par le RSI réside dans sa divergence par rapport à l'évolution des prix. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes ce qu'est une divergence entre un indicateur et le prix d'un actif, notamment celle sur le volume. Une divergence baissière se produit dans une tendance haussière, lorsque les prix continuent de grimper, alors que le RSI décline. Les prix atteignent de nouveau plus haut, mais le RSI ne parvient pas à faire de nouveaux sommets. Lorsque le RSI commence à diverger des prix, cela signifie que la force relative derrière le mouvement change. Bien que les prix montent, le ratio moyenne des gains sur moyenne des pertes, c'est-à-dire la proportion des hausses par rapport aux baisses, diminue, montrant un affaiblissement de la dynamique d'achat, contrairement à ce qu'affiche la courbe des prix au premier abord. Vous voyez maintenant l'importance de bien connaître la façon dont est calculé un indicateur. Le calcul indique un affaiblissement de la pression acheteuse, car les prix augmentent, mais le RSI ne parvient pas à suivre le rythme. Les pertes moyennes commencent à surpasser les gains moyens. Les vendeurs commencent à prendre le contrôle. Des positions sont liquidées, présageant potentiellement un retournement à la baisse des prix à venir. Inversement, une divergence haussière est caractérisée par un prix toujours plus bas, tandis que le RSI diverge, ne formant pas, lui, de nouveau plus bas. Ainsi, un creux plus bas sur le graphique des prix n'est pas suivi d'un creux plus bas sur l'indicateur. Cette discordance remet en question l'analyse baissière des prix qui n'est pas confirmée. La tendance baissière est peut-être remise en question. La divergence est un point fondamental en trading. Elle met en lumière une absence totale de corrélation entre les prix et son indicateur. Alors que l'indicateur est précisément créé pour confirmer l'action des prix, l'indicateur nous lance une alerte. Creusons ce concept afin de mieux l'assimiler. Et mettons-nous dans la peau d'un coureur du Tour de France. L'objectif est d'arriver au sommet de l'Alpe d'Huez. Notre coureur parviendra bien au sommet, mais au prix d'un effort certain. À un moment, la fatigue se fera sentir, et il aura du mal à pédaler. Sa vitesse diminuera avant d'arriver au sommet. Le coureur a tendance à pédaler à une certaine vitesse, lui permettant de progresser dans la pente, tout comme nos prix grimpent en tendance haussière. Si nous traçons sa vitesse, nous constatons tout d'abord une corrélation avec la pente. Le coureur a de la vigueur. Mais à un certain moment, la fatigue va commencer à se faire sentir. Le coureur continuera à progresser, mais moins rapidement, et sa courbe diminuera progressivement, se décorrélant de la pente. Une montée au sommet réussit certes, mais avec une vitesse qui a diminué. Vitesse. Cela nous rappellerait pas la définition du Larousse du début du cours? Momentum égale élan, vitesse. Le prix, tout comme le coureur, parvient à grimper vers un nouveau sommet, mais en réalité la fatigue se fait déjà sentir, et la divergence le rend visible aux yeux du trader. Le prix monte, le momentum du RSI baisse. Si nous calquons l'exemple du coureur cycliste sur notre analyse de tout à l'heure, nous avions 2 sommets à franchir. Durant le premier, tout se passe bien. La montée du coureur, tout comme la courbe des prix, se fait sans effort. Sa vitesse ne ralentit pas. Et la droite passée par les points hauts de la courbe des prix est corrélée à celle de l'indicateur. Le coureur entreprend ensuite le deuxième sommet. Il faut monter encore plus haut. Tout se passe bien jusqu'à ce que, cette fois-ci, la fatigue se fasse ressentir. Sa vitesse décline progressivement au fur et à mesure qu'il s'approche du sommet. La droite passée par les points hauts de la courbe des prix continue à avoir une pente ascendante, alors que celle de l'indicateur diminue. Le momentum décline, une divergence apparaît. Bien sûr, en trading, les 2 sommets seront alignés verticalement sur le graphique. Mais l'idée est là. Le momentum
a ralenti malgré la hausse apparente. Et cela tombe bien car maintenant nous savons utiliser un indicateur de momentum. Ce ralentissement, nous pourrons le constater dans la divergence entre prix et indicateur. Pour être tout à fait complet sur les divergences, examinons quelques points complémentaires. Les divergences s'observent sur tous les marchés financiers et à toutes les échelles de temps. Hebdomadaire, quotidienne, horaire, minute, seconde, tic. Ce qui en fait un outil universel pour vos stratégies de trading. Mais notez que si elles offrent les signaux les plus puissants, elles sont aussi les plus rares. Bien qu'elles s'observent sur toutes les unités de temps, le timing reste essentiel. Une prise de position sur une divergence, mais ces propos sont valables de manière générale, se fait toujours à la clôture de l'indicateur. Et c'est tout simplement le bon sens. Tant que le RSI n'a pas clôturé, le signal n'est pas validé, puisque sa configuration peut encore changer tant que n'est pas survenue la clôture de la période. Ainsi, la décision d'un achat ou d'une vente ne sera prise qu'à l'ouverture de la période suivante. On distingue les divergences majeures des divergences mineures. Les divergences majeures sont celles que nous venons d'étudier. Dans une divergence baissière, elle se manifeste lorsque la courbe des prix atteint de nouveau plus haut, tandis que l'indicateur technique, après avoir réalisé un pic, fait un plus haut moins haut que le précédent. Et inversement en cas de divergence haussière, un nouveau creux sur les prix, mais un creux plus haut sur l'indicateur. Les divergences mineures sont, elles, de deux types. Soit la courbe des prix forme deux sommets identiques, ce qu'on appelle un double top en trading, alors que l'indicateur marque un nouveau sommet plus bas. Soit la courbe des prix réalise un nouveau sommet, mais l'indicateur forme lui un double top. Le principe inverse est évidemment valable en tendance baissière. Il convient de prendre en compte les divergences mineures avec précaution, car elles ont moins de force. Un autre aspect qui résulte du bon sens, le point de démarrage de la divergence doit être dans une zone extrême, soit en surachat dans une tendance haussière, soit en survente dans une tendance baissière. Pourquoi ? Eh bien, si nous reprenons l'analogie du coureur cycliste, cela serait comme s'il finissait l'ascension du premier col en étant déjà fatigué. Distancé dès le premier effort, il y a fort à parier que l'ascension du second sommet, encore plus haut, lui sera plus douloureuse. Pour une efficacité optimale, d'autres éléments peuvent éventuellement être ajoutés. Certains traders prennent en compte la durée temporelle de la divergence. Elle ne devrait être ni trop courte, ni trop longue. Tout comme notre coureur cycliste, si la baisse de vitesse est temporellement trop courte, c'est que la fatigue n'est pas si importante et qu'un second souffle est peut-être sur le point d'arriver. Si elle est trop longue, c'est peut-être que le cycliste est déjà hors délai, il a posé son vélo et il est passé à autre chose, allant se rafraîchir à la première caravane. Enfin, l'angle de la pente peut être pris en compte. De la même manière que nous l'avions fait pour tracer les lignes de tendance dans la vidéo sur l'identification des tendances. Plus l'angle est prononcé, et plus cela signifie que le momentum décline, pendant que les prix montent. Par analogie, plus la pente est forte, plus le cycliste se fatiguera, et plus sa vitesse risque de diminuer rapidement, laissant présager qu'il sera probablement moins performant par la suite, tout comme la dynamique des prix sur notre actif. Illustrons le concept de divergence avec des cas concrets. Après un momentum haussier sur le RSI, le titre Metropolitan Bank entre en zone de surachat, formant un premier, puis un deuxième sommet qui confirme l'action des prix sans divergence. Le titre continue sa progression, formant des plus hauts en divergence cette fois-ci avec l'indicateur sur une forte pente. Le terrain devient glissant, la force relative décline malgré la hausse apparente des prix. La divergence baissière offrira un signal de vente près de $55, puis s'installera dans un momentum baissier, poussant le titre jusqu'aux $32. Le Bitcoin illustre une divergence haussière, pente forte également. Dans les jours qui ont suivi, la crypto-monnaie remontera à la baisse. Sur le gold, une divergence haussière,
mais cette fois-ci une divergence mineure. Enfin, sur le titre Nvidia, une autre divergence, mais cette fois-ci dont la durée temporelle est longue. La divergence ne donnera pas grand-chose sur un titre comme Nvidia, porté par l'intelligence artificielle. Le RSI est largement utilisé pour évaluer la force et la direction d'une tendance, voire pour anticiper un retournement de marché. Mais malgré sa popularité, il ne faut pas croire qu'il est exempt de tout reproche. Un des grands défauts des indicateurs techniques est d'envoyer régulièrement de faux signaux, et le RSI ne fait pas exception. Les faux signaux se produisent lorsque l'indicateur donne une indication contraire à la réalité du marché. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le RSI peut être influencé par des mouvements de prix temporaires qui ne reflètent pas la véritable tendance du marché. Par exemple, une forte fluctuation de prix, due à des événements imprévus, peut entraîner un surachat ou une survente temporaire, conduisant à des signaux erronés. De plus, les faux signaux peuvent également être causés par une interprétation incorrecte de l'indicateur. Une erreur courante en trading est de se fier uniquement à un indicateur technique, parfois simplement parce qu'on espère qu'un signal se manifestera. En négligeant d'autres éléments du marché, tels que le volume des transactions ou les modèles des prix, des conclusions erronées sur la direction future de la tendance se produiront. Il est donc essentiel pour les traders d'être conscients de l'existence de faux signaux. Gardez en tête qu'un indicateur technique vient toujours confirmer l'action des prix et non l'inverse. Il viendra toujours en appui de notre analyse pour confirmer ou infirmer une tendance. Et il n'y a que la pratique et l'expérience qui permettront de maîtriser cet aspect et d'écarter au mieux les faux signaux. Mais nous allons tout de même donner quelques astuces qui peuvent aider à effectuer un filtrage. En étudiant sa formule tout à l'heure, nous avons vu que le momentum calculé par le RSI est en fait un ratio entre la moyenne des hausses et la moyenne des baisses. Il y a donc une dynamique inhérente à ce momentum. Le marché progresse en moyenne dans le temps, puis revient sur ses pas, voire recule et ainsi de suite. Un premier filtrage peut donc s'opérer via une comparaison entre l'historique des prix et le mode de calcul. Si un paramétrage de 14 périodes tend à envoyer de nombreux signaux de surachat ou de survente, nous pouvons les filtrer en allongeant la période de ce calcul. En effet, allonger la période de calcul du RSI permettrait de filtrer les signaux. Alors pourquoi ? Tout d'abord, le phénomène est mathématique. En augmentant la période de calcul, on lisse davantage les fluctuations des prix. Comme si nous tirions sur un fil. Plus nous allongeons la période, plus le fil se lisse. Lorsque vous augmentez la période d'une moyenne, vous incluez plus de données dans le calcul, ce qui réduit l'impact des fluctuations individuelles des données dans la moyenne globale. Cela conduit à une moyenne plus stable et moins sensible aux variations à court terme, ce qui peut aider à identifier les tendances sous-jacentes et à filtrer le bruit du marché. Et qui dit moins de fluctuations, dit moins de signaux en zone de cassure ou de surachat-survente. Mais quoi de plus parlant qu'un exemple concret ? Supposons que nous ayons une série chronologique simple de données sur 5 jours, disons les chiffres 15, 11, 9, 12 et 10. Reportons visuellement ces points sur un quadrillage et traçons une courbe qui passe par ces points. Maintenant, calculons la moyenne simple sur une période de 3 jours. 10 plus 12 plus 9 divisé par 3. Au jour 5, la moyenne est de 10,33. Puis allongeons la période sur 5 jours. 10 plus 12 plus 9 plus 11 plus 15 divisé par 5. Au jour 5, la moyenne est de 11,4. Reportons nos moyennes sur le graphique. 10,33 est notre période courte et 11,4 la moyenne de la période longue. Si une zone de survente se situe à ce niveau, un signal serait déclenché avec la période courte, alors que la période bleue, avec un lissage plus prononcé, a filtré le signal. Allonger la période de calcul permet aussi de prendre en compte plus de données dans l'historique des prix. Cela offre une perspective plus globale de la dynamique du marché et réduit les réactions excessives aux fluctuations à court terme. Une période plus longue peut donc dans certains cas mieux correspondre au cycle du marché, offrant certes moins de signaux, mais plus fiable et moins sujet aux variations aléatoires.
Le RSI 21 permettrait de ralentir l'indicateur tout en restant dans un filtrage modéré. Opter pour un RSI 34 conduirait à un lissage plus lent. Ce filtrage sera mieux adapté au marché erratique et volatile. RSI 14, 21, 34. Comment déterminer le meilleur paramétrage? Lorsque nous avons repéré une tendance saine dans un marché, nous avons appris que le RSI devrait se maintenir au-dessus de sa zone de neutralité et situé autour des 45-55%, plutôt dans une fourchette avoisinant les 40-50 en tendance haussière et 50-60 en tendance baissière. Utiliser cet élément peut nous aider dans le calibrage du filtrage. En effet, un actif en tendance avec un RSI qui respecte mieux les zones d'un momentum haussier ou baissier peut nous orienter pour définir le paramétrage. À tâtons, nous appliquons une période qui semble être en adéquation avec le cycle du marché, ce qui, nous venons de le voir, conduira également à réduire ou amplifier les autres signaux. Attention toutefois à ne pas tomber dans le surparamétrage. Cela reviendrait à adapter son indicateur de manière excessive en se focalisant uniquement sur une période donnée. Suroptimiser si cela vous parle mieux. Et risquer de ne pas bien s'adapter aux futures fluctuations du marché, car la période serait trop spécifique à un échantillon historique de données. Rester proche des paramétrages les plus répandus peut être un bon compromis. Pour le RSI 14, 21 ou 34, n'oublions pas que l'analyse technique est d'autant plus efficace si elle est utilisée par le plus grand nombre. Pour ne pas tomber dans le piège des surachats sur vente permanents, l'associer à d'autres indicateurs techniques peut être un autre système de filtrage, car nous diluerons le signal sur un autre indicateur. Pour l'instant, nous avons étudié des indicateurs de tendance et de volume. Si nous réfléchissions quelques instants par rapport à ce que nous avons déjà appris, nous pourrions envisager d'associer un indicateur de volume. Il y aurait une logique à comparer la force du momentum avec la pression acheteuse ou vendeuse du volume, pour obtenir une meilleure compréhension de la situation. Alors voyons ce qui pourrait se passer. Nous pouvons afficher le volume de manière indépendante comme nous l'avons appris, ou l'ajouter directement à l'indicateur pour une meilleure visibilité, étant donné que nous avons décidé de l'utiliser spécifiquement pour filtrer des signaux RSI. L'information pourrait être encore améliorée. Pour comparer RSI et volume, le premier étant un calcul de moyenne, nous pourrions faire de même sur le second, et ainsi clarifier l'indicateur en appliquant une moyenne mobile au volume. Et nous obtenons maintenant un volume plus facile à comparer. Sur l'action Société Générale, nous remarquons une correction majeure le 15 septembre 2023, probablement due à une annonce sur le titre after close. Dans ce contexte, le RSI indique une situation de survente, laissant penser qu'après une période de hausse ininterrompue, une opportunité d'entrer enfin sur le titre à un bon prix pourrait se présenter. Cependant, que nous dit le volume? Que la cassure s'est faite sur un très fort volume. Alors est-ce vraiment le bon moment pour acheter malgré le signal? Ne serait-il pas judicieux d'attendre une autre opportunité? Incontestablement, si un bon nombre d'intervenants se débarrassent du titre, ce n'est pas le meilleur timing. Nous constatons que par la suite, le RSI bloquera sous la zone des 50%, restant dans un momentum baissier le temps que la nouvelle soit digérée par le marché. Un nouveau signal se produira par la suite, précédant une reprise du titre vers les plus hauts. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Beaucoup d'informations absorbées pour les novices, et j'espère une révision sous un nouvel angle pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le RSI dans leur trading. À travers la découverte du momentum, nous avons appris à utiliser l'indicateur. Son calcul simple et sa zone de neutralité à 50% en font un instrument populaire en analyse technique. Au-dessus, le momentum est haussier, feu vert pour les positions d'achat. En dessous, le momentum est baissier, toute voile dehors pour les ventes. Il offre ainsi une mesure de la force relative d'un actif et ces deux bornes permettent aux traders de repérer les zones de surachat et de survente. Enfin, nous avons abordé le concept de divergence, un des concepts les plus puissants sur les marchés financiers. Attention toutefois à ne pas se focaliser sur un indicateur technique.
il génère régulièrement de faux signaux. Savoir l'adapter à un actif spécifique nécessitera pratique et expérience. Des techniques de filtrage comme l'ajustement des paramètres de période ou encore l'association avec d'autres indicateurs peuvent aider à atténuer ces défauts. Et gardons bien en tête qu'un indicateur technique viendra toujours en appui de l'analyse du trader et non l'inverse. Dans la deuxième partie de ce cours, nous nous intéresserons à un autre indicateur de momentum, le stochastique. Nous verrons aussi comment l'utiliser de concert avec le RSI. Soutenez-nous dans la création de nouveaux contenus. Partage et pouce vers le haut participeront au développement de la chaîne. Et en attendant de connaître la suite sur la force du momentum, Que la force soit avec vous.